Bonjour, dans cette vidéo on va voir les principes comptables fondamentaux. Alors en comptabilité il y a une règle de base, c'est que les enregistrements comptables doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat d'une entreprise. Alors ça c'est la finalité ultime d'une comptabilité, c'est de fournir au lecteur une image fidèle et réelle de la situation d'une entreprise. C'est-à-dire que la comptabilité ne doit pas être une comptabilité qui n'est pas réelle, qui est modifiée ou bien qui est maquillée et qui comporte des lacunes ou bien des informations qui sont incomplètes. Alors pour cette raison, les différentes comptabilités, les différentes normes internationales et nationales de comptabilité, ils ont fixé que l'image fidèle est le but ultime de la comptabilité. Alors, pour réaliser cette image fidèle, il faut respecter des principes comptables qu'on appelle, nous, des principes comptables fondamentaux et qui sont aux normes de 7. Alors, il y a 7 principes comptables qui sont fondamentaux. Alors, ces principes comptables conditionnent l'image fidèle, c'est-à-dire que en respectant ces 7 principes comptables, automatiquement, les entreprises ils vont avoir plus d'images fidèles. Et alors, pour cette raison, ces 7 principes comptables fondamentaux sont en quelque sorte le gage de l'atteinte d'une image qui est fidèle. Alors, le premier principe comptable, c'est la continuité d'exploitation. Alors, la continuité d'exploitation signifie que l'entreprise établit ses états de synthèse dans une perspective et en estimant qu'il va continuer normalement son activité et son exploitation. Alors, ce principe comptable de continuité d'exploitation, il permet que les états de synthèse sont conçus et réalisés dans une logique de poursuite normale et habituelle de l'activité. Et si l'entreprise n'a plus ce principe-là, les autres principes également, ils vont faire défaut parce que ce principe, normalement, il conditionne les autres principes. Alors, en cas de non-respect de cette continuité d'exploitation, automatiquement, il n'y aura pas de respect des autres principes comptables. Alors, le deuxième principe, c'est la permanence des méthodes. Alors, la permanence des méthodes signifie que l'entreprise va établir ses états de synthèse avec une espérance de méthodes qui se répètent dans le temps. C'est-à-dire que les méthodes d'évaluation qui sont utilisées, par exemple les méthodes d'évaluation de stock, les méthodes de choix, lorsque le plan comptable il vous donne des choix, alors vous avez des méthodes d'évaluation différentes. Par exemple, les méthodes de présentation, par exemple pour le compte, la présentation mariée ou séparée ou différents points. Alors, ces différentes méthodes d'évaluation et de présentation doivent être les mêmes d'une année à une autre. Alors, bien sûr, l'entreprise, dans des cas exceptionnels, elle peut modifier cela, mais il doit mentionner ces modifications dans l'état d'information complémentaire. Alors, troisième principe, c'est le coût historique. Alors, pour le coût historique, c'est que la valeur d'entrée des éléments au niveau du bilan doit rester inchangée avec la monnaie nationale du jour d'achat. Alors, le coût d'acquisition des éléments d'actifs, il ne change pas avec le temps. Selon le principe de coût historique, chaque entreprise, au moment où elle fait une acquisition d'un élément d'actif, cette valeur-là doit être convertie à la monnaie nationale le jour d'acquisition et elle reste inchangée et intangible, quelle que soit l'évolution future. Alors, par exemple, une entreprise qui a acquis, par exemple, un terrain à 100 000 dirhams, ce terrain, il va rester avec 100 000 dirhams dans le futur, quelle que soit la valeur du terrain qui va évoluer bien sûr dans la réalité. Mais selon le principe du coût historique, l'entreprise va garder impérativement le même coût d'origine, le même coût d'acquisition initiale sans changement et sans modifier cette valeur-là d'origine. Alors, le respect de ce coût historique, bien sûr, il n'est pas réel et qu'il y a d'autres considérations. Première chose, il évite les augmentations inflationnistes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des tensions d'inflation. Deuxième chose, il permet une fiabilité en termes
de comparaison et de chiffres, parce que lorsque l'entreprise va opter pour le coût historique, je ne peux pas modifier la valeur d'entrée à mon guise. Mais lorsque l'entreprise peut changer les valeurs d'origine, ils vont gonfler la valeur d'actif. Alors, troisième chose, il comporte des possibilités de contrôle par l'État et par les organismes de normalisation. Et surtout, c'est une chose qui simplifie les tâches des praticiens, c'est-à-dire que tu vas calculer un seul coût d'origine dans le départ, et ce coût-là, il ne va pas changer, il sera à la base de l'amortissement, et c'est plus facile pour la prestation comptable. Alors, quatrième principe, c'est la spécialisation des exercices. Alors, selon le principe de spécialisation des exercices, une année civile coïncide avec une année comptable, et une année doit comptabiliser les charges et les produits qui sont rattachés et qui sont reliés avec cette année. Alors, les charges et les produits qui sont soit avant, soit après l'année en question ne doivent pas être rattachés à cette année. Et donc, c'est comme la question d'intervalle en mathématiques. Une année comptable, c'est un exercice qui commence le 1-1 et se termine le 31-12. Et donc, une année comptable ne doit pas enregistrer des informations avant ou après cette année. Et donc, les événements qui sont avant le 1-1 ou les événements qui sont après le 31-12 doivent être comptabilisés dans d'autres années et ne concernent pas l'année en question. Alors, cinquième principe, c'est le principe de prudence. Alors, le principe de prudence, il dicte que les produits ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont certains. Donc, je n'ai pas le droit de constater un produit qu'au moment qu'il est certain et sûr, alors qu'une charge, il peut être enregistré seulement lorsqu'il est probable. Alors, le principe de prudence est un principe qui est en faveur des entreprises. C'est pour éviter les mauvaises surprises. Il permet aux entreprises exceptionnellement de faire des garanties, des provisions, des réserves au moment où ils pensent qu'il y aura des charges dans le futur. Alors que au niveau des produits, on peut les constater qu'au moment qu'ils sont véritablement engagés et certains. Alors, sixième principe, c'est le principe de clarté. Alors, selon ce principe de clarté, les informations comptables doivent respecter les comptes d'enregistrement adéquats, c'est-à-dire qu'il faut comptabiliser dans les comptes et dans les numéros de compte qui sont adéquats. Il faut également que les éléments d'actifs et de passifs soient évalués séparément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation entre les éléments d'actifs et de passifs. Par exemple, j'ai un client et un fournisseur, en même temps c'est la même personne. Des fois j'achète et des fois je vends des marchandises. Je ne peux pas faire des compensations et enregistrer un seul montant. Alors si je fais un achat, j'enregistre l'achat, et si je fais une vente, j'enregistre la vente. Mais je ne peux pas dire j'ai acheté 3000 et j'ai vendu 4000, alors je vais seulement enregistrer 1000 et compenser entre les deux montants. C'est impossible. Il faut enregistrer pour chaque opération réalisée. Il faut enregistrer l'intégralité de l'opération et il ne faut pas compenser entre les éléments entre eux. Alors, troisième chose, les états de synthèse sont rédigés toujours avec les postes et non pas les comptes. On utilise le journal, on utilise les comptes, mais dans les états de synthèse, on doit mettre seulement les postes. Et ces postes-là également doivent être respectés en termes de numéro de poste adéquat, intitulé adéquat. Et également, il ne faut pas faire de compensation. Par exemple, le compte d'état, il enregistre dans la classe 3 les créances envers l'État et dans la classe 4 les dettes envers l'État, et je ne peux pas compenser entre les créances et les dettes et mettre un seul montant. Non, on doit mettre la totalité des créances et la totalité des dettes. Et les méthodes qui sont utilisées doivent être indiquées avec des précisions. Par exemple, en cas d'évaluation de stock avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré, il faut dire que c'est la méthode du coût moyen unitaire pondéré dans les données. Alors, septième et dernier principe, c'est le principe de l'importance significative. Alors, selon ce principe, les états de synthèse doivent enregistrer et doivent établir toute information qui est significative. Et toute information qui est significative, il affecte le patrimoine. Alors, ce principe d'importance significative permet de distinguer entre les éléments qu'on doit comptabiliser et les éléments qu'on ne doit pas comptabiliser. Par exemple, si l'entreprise a organisé une fête de départ pour un salarié et que cette fête-là, elle est payée par l'entreprise, cela engage notre caisse et par conséquent, on doit la comptabiliser.
Mais si cette fête elle est réalisée par les salariés avec des cotisations personnelles, et donc normalement c'est une fête qui n'a pas de relation avec l'entreprise et par conséquent on ne doit pas comptabiliser l'élément parce qu'il n'a pas d'importance significative vis-à-vis du patrimoine de l'entreprise. Alors, il est significatif bien sûr que toute information qui a un impact sur le patrimoine et la situation financière ou le résultat. Alors maintenant, les 7 principes comptables fondamentaux doivent être respectés, mais si il y a des informations qu'on peut compléter, des informations de plus, on peut mettre ça au niveau des états d'information complémentaires. L'éthique, ce sont des notes. Ce sont des notes pour mettre plus d'indications, plus de commentaires sur la comptabilité que nous avons réalisée. Alors des fois, on a besoin de plus d'informations, plus de précision. Alors dans ce cas, on utilise les éthiques. Alors, il y a maintenant l'état exceptionnel. Alors, exceptionnellement, les entreprises peuvent ne pas respecter les informations et les principes que j'ai cités maintenant. Cela s'appelle une dérogation comptable. Alors, la dérogation comptable, c'est lorsque l'entreprise il ne respecte pas le principe comptable fondamentaux dont le seul objectif, c'est d'atteindre l'image fidèle. Alors, par exemple, cela s'appelle une dérogation. On dit que l'entreprise a dérogé et cette dérogation doit être mentionnée dans l'éthique. Alors, par exemple, pour la valeur d'origine des immobilisations, nous avons dit qu'il faut respecter le coût historique. Mais si la valeur du terrain, par exemple, il s'éloigne grandement de la valeur initiale suite à une donnée externe qu'on peut justifier, alors dans ce cas-là, on peut déroger de ce principe de coût historique, on peut modifier la valeur d'origine du terrain, mais en mentionnant cela dans les états d'information complémentaires. Alors, les dérogations comptables, ce sont des choses exceptionnelles qu'on peut faire avec mention dans l'éthique, et l'objectif c'est d'atteindre l'image fidèle, même si on ne respecte pas les principes comptables fondamentaux.